Imaginez vous réveiller enchaîné, sachant que votre destin a été vendu contre quelques pièces d'argent. Maintenant, imaginez croiser le regard de vos maîtres et jurer en silence qu'un jour, ce sera vous qui déciderez qui vivra et qui mourra. Voici Baybars, et voici l'histoire de la façon dont un esclave devint le marteau qui broya des empires. Dans les vastes steppes turcomanes, là où le vent hurle entre montagnes glacées et plaines infinies, naît un garçon destiné à changer le monde. Baybars vient au monde au sein de tribus nomades, où la liberté se mesure à la vitesse des chevaux et l'honneur au tranchant des épées. Mais le destin lui réserve d'autres desseins. Encore jeune, il est capturé par des marchands d'esclaves qui sillonnent les routes commerciales à la recherche de chair humaine pour alimenter les marchés du Sud. Enchaîné, affamé, séparé de tout ce qu'il connaît, Baybars est traîné à travers des déserts impitoyables jusqu'à atteindre l'Égypte, terre de pharaons éteints et de sultans vivants. Sur le marché aux esclaves du Caire, les hommes sont exposés comme du bétail. On palpe leurs muscles, on examine leurs dents, on compte leurs cicatrices comme autant de médailles ou de défauts. Baybars est acheté par un officier mamelouk, non par compassion, mais pour son potentiel. Les mamelouks forment une caste unique dans le monde islamique médiéval. Guerriers esclaves capturés jeunes, convertis à l'islam et entraînés dès l'enfance pour devenir l'élite militaire la plus redoutable du Moyen-Orient. Ils sont propriétés, mais propriétés armées. Ils sont esclaves, mais esclaves qui commandent des armées. C'est une contradiction brutale, et Baybars s'apprête à la maîtriser. L'entraînement commence avant l'aube et ne s'achève que lorsque l'obscurité engloutit le désert. Des épées trop lourdes pour des bras d'enfants, des arcs exigeant une force surhumaine, des chevaux sauvages qu'il faut dompter non par la brutalité, mais par la volonté. Baybars saigne chaque jour. Ses os le font souffrir, ses mains se couvrent de callosité, son corps réclame un repos qui ne vient jamais. Mais quelque chose en lui ne se brise pas. Tandis que d'autres garçons pleurent la nuit, Baybars observe. Il observe les instructeurs, il observe les commandants, il observe comment le pouvoir fonctionne dans ce monde de sable et d'acier. Il apprend bien plus que le simple art du combat. Il apprend l'arabe, langue des conquérants. Il étudie la tactique militaire en regardant des simulations de bataille. Il assimile la politique en écoutant des conversations qu'il ne devrait pas entendre. Et surtout, il comprend qu'être esclave n'est pas une condamnation définitive dans ce système bizarre des Mamelouks. Des hommes partis enchaînés sont devenus généraux, gouverneurs, voire sultans. L'esclavage là-bas n'est pas la fin de l'ambition, mais son commencement. Mais Baybars n'est pas comme les autres. En lui brûle quelque chose de plus ardent que l'ambition ordinaire. C'est une haine pure, distillée au fil d'années d'humiliation et de chaîne. Haine envers ceux qui l'ont vendu, ceux qui l'ont acheté, ceux qui l'ont dressé comme un chien de guerre. Mais c'est une haine intelligente, froide, calculée. Il ne se jette pas dans une rébellion suicidaire. Elle fermente, grandit, se transforme en carburant d'une ascension que nul autour de lui ne peut prévoir. Les années passent. Le garçon devient homme. Baybars grandit fort aux yeux capables de percer à travers les gens. Ses talents militaires sont indéniables. Il chevauche comme s'il était né sur une selle, tire des flèches atteignant des cibles impossibles, manie l'épée comme si la lame était l'extension de son propre bras. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est son esprit. Lors des exercices tactiques, il ne se contente pas d'obéir. Il améliore les plans de ses supérieurs. Dans les simulations de combat, il repère des failles que des commandants expérimentés ne voient pas. Les officiers commencent à le remarquer. Certains avec admiration, d'autres avec méfiance, car il y a quelque chose de troublant chez Baybars. Il sert avec perfection, mais sans affection. Il obéit avec précision, mais sans loyauté sincère. C'est comme une épée parfaitement affûtée qui n'a pas encore choisi contre qui elle frappera. Et sur les champs d'entraînement, tandis que l'acier heurte l'acier dans l'obscurité avant l'aube, Baybars s'entraîne non seulement à devenir soldat, mais seigneur. La nuit, tandis que les autres dorment épuisés, il reste éveillé à imaginer. Il imagine ne plus recevoir d'ordre, mais en donner.
Il imagine ne plus dormir dans des casernes d'esclaves, mais dans les palais des sultans. Il imagine des armées marchant sous ses bannières, des cités s'inclinant devant son nom, des ennemis tremblant à l'écoute de ses pas. Ce sont des rêves dangereux pour un esclave, des rêves qui pourraient lui coûter la vie s'il en parlait à voix haute. Alors, Baybars se tait. Il observe, apprend et attend. Le système mamelouk est une machine à produire des guerriers, mais aussi des tensions. Des esclaves entraînés à tuer finissent par réaliser qu'ils possèdent les armes, alors que leurs maîtres non. Les loyautés ne se forment pas envers les seigneurs, mais entre les mamelouks eux-mêmes, unis par l'expérience partagée d'être une propriété qui saigne. Baybars tisse ses liens avec prudence. Il n'est pas le plus populaire, mais il est respecté. Il n'est pas le plus aimé, mais il est craint. Et dans ce monde brutal des guerriers esclaves, le respect et la peur valent plus que l'affection. Pendant ce temps, le monde autour bouillonne de guerres et d'intrigues. L'Égypte mamelouk est entourée d'ennemis. Au nord, les derniers royaumes croisés s'accrochent encore à la côte. À l'est, des rumeurs terrifiantes circulent sur une tempête venue des steppes, une horreur mongole balayant la terre comme un feu divin. Et à l'intérieur même de l'Égypte, des sultans faibles se succèdent dans des coups sanglants, tandis que les mamelouks, censés protéger le trône, deviennent les véritables arbitres du pouvoir. Baybars absorbe tout cela. Il voit le chaos non comme une menace, mais comme une opportunité, car en temps d'ordre, les esclaves demeurent esclaves. Mais en temps de chaos, les hommes dotés d'épée et d'intelligence peuvent réécrire les règles. Et Baybars s'apprête à découvrir que le chaos arrive à une échelle que nul n'avait imaginée. Car de l'Est, galopant à travers montagnes de cadavres et rivières de sang, les Mongols approchent. Et avec eux vient l'occasion qu'il attend depuis toujours. Sur les champs d'entraînement, sous le ciel étoilé d'Égypte, tandis que d'autres mamelouks dorment, en rêvant de batailles passées, Baybars se reste éveillé à aiguiser son épée. Le bruit de l'acier contre la pierre résonne dans la nuit comme une promesse. L'esclave rêve d'un trône. Et bientôt, très bientôt, le monde entier connaîtra son nom. L'année est 1259 après Jésus-Christ. Le monde se meurt, pas métaphoriquement, littéralement. Des cités existant depuis un millénaire ne sont plus que cendres. Des bibliothèques abritant le savoir de civilisations entières ne sont plus que des bûchers. Des rivières coulent rouges du sang de tant de morts que l'eau ne parvient plus à en diluer la couleur. Et chevauchant au cœur de cet apocalypse, souriant, viennent les Mongols. Ils ne sont pas qu'une armée, ils sont une force de la nature revêtue d'humanité. Descendants de Gengis Khan, l'homme qui transforma des tribus nomades en une machine de guerre conquérant de la Chine à l'Europe orientale, les Mongols ignorent la défaite. Bagdad, la cité dorée, joyau du monde islamique et capitale des califes durant 500 ans, est tombée. Non seulement tombée, mais effacée. 800 000 morts en une semaine. La maison de la sagesse, gardienne du savoir depuis avant Jésus-Christ, a été incendiée. Le Tigre s'est noirci de l'encre des livres détruits et rougi du sang des savants massacrés. Et maintenant, les Mongols regardent vers le sud, vers l'Égypte, vers la dernière grande puissance islamique encore debout. Leur commandant, Kitbuka, chrétien nestorien détestant les musulmans avec ferveur religieuse, envoie un message au sultan Mamelouk Kutuz. Le message est simple et terrifiant. Rends-toi ou sois détruit. Il n'y a pas de troisième option. Résister, c'est mourir. Combattre, c'est disparaître de l'histoire. Kutuz lit le message dans son palais du Caire. Autour de lui, ses conseillers chuchotent d'accepter les termes, de négocier, de gagner du temps. La terreur mongole est invincible. Tout le monde le sait. Des armées chinoises de millions d'hommes ont été anéanties. Des chevaliers européens en lourdes armures ont été massacrés. Des forteresses réputées imprenables ont été prises. Comment l'Égypte, aux ressources limitées et à l'armée modeste comparée aux horreurs venues de l'Est, pourrait-elle espérer survivre? Mais un homme au conseil de guerre ne parle pas de reddition.
Baybars, désormais commandant mamelouk respecté et vétéran de dizaines de batailles, fixe le sultan de ses yeux glacés et dit quelque chose qui change tout. Les Mongols peuvent être invincibles dans les steppes ouvertes où leur cavalerie manœuvre librement. Mais ici, sur les terres étroites de Palestine, entre collines et défilés, ils peuvent saigner, ils peuvent mourir et surtout, ils peuvent être trompés. Kutuz, courageux mais non suicidaire, décide de tout miser. Il exécute les ambassadeurs mongols, une déclaration de guerre brutale, et marche avec toute l'armée mamelouk vers le nord. 20 000 hommes, peut-être moins. Face à eux, l'armée mongole qui n'a jamais perdu une bataille rangée en 50 ans de conquête. Les probabilités sont un cauchemar mathématique, mais Baybars a un plan. La bataille aura lieu à Ain Jalut, la source de Goliath, une vallée en Palestine. Baybars connaît le terrain. Il a étudié chaque colline, chaque passage, chaque lieu où une armée peut se cacher. Et il sait que les Mongols, habitués à leur supériorité numérique et à la terreur de leur réputation, sont arrogants. Ils attaquent d'abord, posent des questions ensuite. Et cette arrogance sera leur perte. Le matin de la bataille, tandis que le soleil se lève sur un champ qui bientôt rougira, Baybars place la majeure partie de l'armée mamelouk cachée entre les collines. Seule une petite avant-garde menée par lui-même reste visible. Les Mongols, voyant ce qui semble une force insignifiante, attaquent avec la confiance de ceux ayant massacré la moitié du monde connu. La cavalerie mongole est une vision d'enfer. Des milliers de cavaliers en armure légère, se mouvant comme une eau mortelle, tirant des flèches avec une précision surnaturelle, tout en galopant. Ils ne combattent pas en rang organisé comme les Européens. Ils coulent, encerclent, frappent de tous côtés à la fois. Et leurs flèches tombent comme une pluie empoisonnée, trouvant les interstices des armures avec une précision diabolique. Baybars feint la panique. Son avant-garde recule, apparemment brisée par l'attaque initiale. Les Mongols, voyant la victoire facile qu'ils espéraient, les pourchassent, assoiffés de sang. Et ils chevauchent droit dans le piège. Des collines, des flancs cachés, des endroits que les Mongols n'ont pas vus car aveuglés par l'arrogance de leur invincibilité, le reste de l'armée mamelouk surgit en rugissant. Les Mongols, pour la première fois en décennies, se retrouvent encerclés. Eux, les maîtres du siège, les génies de la manœuvre, sont pris au piège dans une vallée étroite, cernée par l'ennemi. La bataille qui devait être un massacre mongol se transforme en un broyeur de chair, où leurs avantages tactiques sont neutralisés. Ici, dans cet espace confiné, c'est force contre force, épée contre épée, volonté contre volonté. Et les Mamelouks possèdent quelque chose que les Mongols ont sous-estimé, la haine. Pure distillée religieuse. Chaque Mamelouk combattant à Ain Jalut sait ce qu'il s'est passé à Bagdad. Chacun a vu des réfugiés raconter les horreurs mongoles. Et chacun sait que s'ils perdaient aujourd'hui, l'Égypte serait la prochaine à brûler. Alors, ils combattent non pour un salaire ou une gloire, mais pour leur survie, pour la vengeance, pour effacer la tache de Bagdad avec le sang mongol. Baybars est partout à la fois, galopant entre les lignes, coordonnant les attaques, bouchant les brèches, tuant personnellement tout Mongol, tentant de rallier ses troupes. Son épée boit le sang jusqu'à sembler ne jamais avoir été lavée. Son cheval foule les cadavres jusqu'à ce que tout le champ devienne un tapis de mort. Et il hurle des ordres d'une voix qui perce le chaos. Maintenant les Mamelouks organisés tandis que les Mongols, pour la première fois, commencent à s'effondrer. Kitbuka, le commandant mongol, réalise trop tard qu'il est tombé dans un piège. Il tente de réorganiser ses troupes, d'utiliser les tactiques qui ont fonctionné 1000 fois auparavant. Mais il n'y a plus d'espace pour manœuvrer. Nulle part où battre en retraite. Et les Mamelouks, ces guerriers esclaves que le monde avait sous-estimés, combattent comme des démons nés du sable. La bataille dure des heures. Le soleil de midi brille sur une vallée transformée en abattoir. Quand elle se termine enfin, quand les derniers Mongols sont tués ou ont fui, le silence qui tombe est plus assourdissant que n'importe quel cri. Des milliers de morts couvrent Ain Jalut. Mais pour la première fois,
En un demi-siècle, la majorité porte une armure mongole. L'impossible s'est produit, l'invincible a saigné. La tempête ayant balayé de la Chine à la Pologne a été arrêtée dans une vallée oubliée de Palestine par une armée d'esclaves menée par un homme né dans les chaînes. Baybars traverse le champ de bataille au coucher du soleil, son armure couverte de sang déjà sec et noirci. Les soldats mamelouks l'acclament comme un héros, un sauveur, l'homme qui a vaincu les Mongols. Mais Baybars ne pense pas à la bataille terminée. Il pense à ce qui vient ensuite, car il a prouvé quelque chose à Aïn Jalut, qu'il peut commander des armées, remporter des batailles impossibles, faire l'histoire. Et maintenant, avec cette preuve sanglante, il est prêt pour l'étape suivante. Le trône. La victoire à Aïn Jalut change tout. L'impossible s'est produit, et les Mamelouks en sont responsables. Des messagers galopent du champ de bataille vers le Caire avec des nouvelles qui semblent des mensonges. Les Mongols ont été vaincus, non pas repoussés ou retardés, mais véritablement broyés en combat ouvert. Le mythe de leur invincibilité a été détruit dans la même vallée où David aurait tué Goliath un millénaire plus tôt. Et au cœur de cette victoire miraculeuse résonne un nom désormais murmuré dans toutes les mosquées du monde musulman, Baybars. Mais la victoire sur le champ de bataille ne signifie pas la paix. Elle signifie la politique. Et la politique mamelouk est un jeu mortel où chaque erreur coûte une tête. Le sultan Koutouz rentre au Caire en héros, sauveur de l'islam, celui grâce à qui les Mongols se sont arrêtés. Des célébrations éclatent dans les rues. Les mosquées organisent des prières de remerciement spéciales. Le nom de Koutouz est crié comme celui d'un libérateur. Mais dans les chambres sombres du pouvoir, un autre nom est murmuré plus souvent et avec plus de respect, Baybars. Car tous ceux présents à Aïn Jalut connaissent la vérité. Koutouz a eu le courage d'accepter la bataille, mais c'est Baybars qui l'a gagnée. C'est lui qui a planifié l'embuscade, choisi le terrain, coordonné les mouvements transformant l'avantage mongol en cauchemar. Et maintenant, en marchant vers le Caire, l'armée mamelouk ne regarde plus Koutouz comme son chef suprême. Elle regarde Baybars. Koutouz n'est pas stupide. Il sent le vent politique tourner. Il voit les officiers graviter autour de Baybars dans les camps nocturnes. Il entend les soldats raconter la bataille, toujours avec Baybars au centre, tandis que son propre nom n'est mentionné qu'en passant. Et Koutouz sait ce que cela signifie. Dans une culture où le pouvoir vient de la pointe de l'épée, celui qui contrôle la loyauté des hommes armés contrôle tout. Le retour vers le Caire est lent. L'armée fait souvent halte, tant pour se reposer que pour accueillir des délégations célébrant la victoire. Et à chaque arrêt, Baybars observe Koutouz devenir plus paranoïaque, plus isolé, plus désespéré de consolider un pouvoir qui lui file entre les doigts. Il y a des réunions privées auxquelles Baybars n'est pas convié. Des chuchotements sur des manœuvres politiques visant à marginaliser les commandants ayant trop brillé à Aïn Jalut. Baybars sait que le moment approche. Il le sent à la façon dont les gardes de Koutouz l'observent, à la manière dont les invitations aux réunions stratégiques cessent d'arriver, à la façon dont certains de ses alliés mamelouks disparaissent silencieusement, transférés vers des postes lointains ou tués dans des accidents bien commodes. Koutouz se prépare à éliminer ses rivaux, et Baybars est en tête de liste. Alors Baybars frappe le premier, car dans ce jeu brutal du pouvoir mamelouk, l'hésitation est une condamnation à mort. Il convoque ses alliés les plus proches, les commandants ayant combattu à ses côtés à Aïn Jalut, les hommes qui lui doivent la vie. Et il leur propose quelque chose de simple et d'effroyable. Koutouz doit mourir, non par haine personnelle, mais par nécessité politique. L'Égypte a besoin d'un chef fort, non d'un sultan paranoïaque, éliminant ses meilleurs officiers. Et surtout, ils doivent agir avant que Koutouz n'agisse contre eux. La conspiration est planifiée, avec la même précision que Baybars a déployée à Aïn Jalut. Chaque détail est envisagé, chaque éventualité anticipée. Et quand l'armée se trouve à quelques jours du Caire, marchant à travers le désert, le coup éclate. Lors d'une chasse, tandis que Koutouz s'éloigne de ses gardes principaux pour poursuivre une gazelle, Baybars et ses complices frappent. C'est rapide et brutal.
Kutuz, héros d'Ain Jalut, l'homme ayant défié les Mongols, meurt non dans la gloire du combat, mais assassiné dans le désert par ses propres commandants. Il n'y a pas de dernier discours dramatique, pas de réconciliation finale. Juste des épées transperçant la chair, du sang maculant le sable, et un sultan devenant cadavre en quelques secondes. Ainsi change le pouvoir dans le monde mamelouk. Non par élections ou successions ordonnées, mais par l'acier trempé du sang des prédécesseurs. Baybars revient au camp avec le corps de Kutuz et une histoire soigneusement élaborée d'une attaque de bandits. Personne n'y croit. Tous savent ce qui s'est réellement produit, mais personne ne s'oppose. Car l'armée, véritable source de pouvoir, est avec Baybars. Les commandants susceptibles de contester sont soit à ses côtés, soit morts. Et ainsi, presque sans cérémonie, presque comme s'il était inévitable, Baybars est proclamé nouveau sultan d'Égypte et de Syrie. L'esclave des steppes turcomanes siège désormais sur le trône des pharaons. Le garçon vendu contre quelques pièces d'argent contrôle maintenant des trésors capables d'acheter des royaumes entiers. Le mamelouk, entraîné à obéir, est désormais celui qui donne des ordres déplaçant des armées et changeant des destins. C'est une ascension si invraisemblable qu'elle semble fiction, mais c'est l'histoire. C'est le pouvoir pur, conquis non par naissance ni droit divin, mais par compétence, cruauté et volonté de faire ce que d'autres hésitent à accomplir. La première chose que Baybars fait en tant que sultan est de consolider son pouvoir avec une efficacité brutale. Les rivaux potentiels sont éliminés ou achetés. Ses alliés sont récompensés par des postes et des richesses. L'armée est réorganisée pour garantir une loyauté personnelle envers lui. Et des messages sont envoyés partout dans le monde musulman, annonçant non seulement un nouveau sultan, mais une ère nouvelle. Baybars s'octroie plusieurs titres, mais l'un résonne plus fort que les autres. Al-Malik al-Zahir, le roi victorieux, et plus terrifiant encore pour les ennemis de l'islam, Al-Malik al-Kahir, le lion de l'islam. Ce n'est pas que de la propagande, c'est promesses et menaces. Baybars regarde la carte de ses domaines et ne voit pas un empire à administrer passivement, mais un arsenal à manier. Au nord, les croisés tiennent encore forteresses et villes sur la côte. Ces envahisseurs européens venus des générations plus tôt, promettant de libérer la Terre Sainte, et qui sont restés comme des parasites, suçant la richesse musulmane. Baybars les fixe de la même haine froide qu'il nourrit depuis l'enfance, et il promet à lui-même et à Dieu qu'il ne mourra pas avant d'avoir chassé chaque croix de la terre islamique. À l'est, les Mongols sont blessés mais non détruits. Ain Jalut fut une victoire cruciale, mais non définitive. Les héritiers de Gengis Khan contrôlent encore d'immenses territoires et représentent toujours une menace existentielle. Baybars sait qu'ils reviendront, et quand ils reviendront, il sera prêt. Mais d'abord, les croisés, car ils sont plus proches, plus vulnérables et cruciaux sur le plan symbolique. Bagdad peut avoir été prise par les Mongols, mais les cités croisées tomberont sous les coups de Baybars. Et le monde entier saura que l'islam n'est pas mort. Il rugit, et ce rugissement porte un nom, Baybars. Dans le palais du Caire, entouré d'un luxe qui semblait autrefois impossible pour un esclave, Baybars ordonne qu'on lui apporte les cartes des forteresses croisées. Il les étudie en général, non en roi, car régner est secondaire, conquérir est primordial, et un empire entier attend d'être reconstruit sur les os des ennemis de l'islam. Le lion vient de s'asseoir sur le trône. Maintenant commence la chasse. Les croisés pensaient avoir l'éternité. Des générations étaient nées et mortes dans les royaumes chrétiens établis en Terre Sainte après la première croisade, à la fin du XIe siècle après Jésus-Christ. Des cités comme Acre, Tripoli ou Antioche n'étaient plus de simples avant-postes temporaires, mais des foyers. D'immenses châteaux de pierre parsemés à la côte, forteresses semblant immortelles, construites pour résister à tout siège. Et pendant des décennies, tandis que le monde musulman se fragmentait en conflits internes, ces cités chrétiennes prospéraient,
oubliant presque qu'elles étaient des envahisseurs sur une terre étrangère. Puis Baybars devint sultan, et les croisés se rappelèrent vite que la prospérité bâtie sur la conquête est toujours temporaire quand les conquis trouvent enfin un chef. La campagne de Baybars contre les croisés n'est pas une guerre ordinaire. C'est une systématisation de la terreur. Il n'attaque pas simplement, il déconstruit l'existence croisée pierre par pierre, vie par vie, espoir par espoir. Il commence par Césarée, une cité côtière fortifiée que les croisés jugeaient sûre. En 1265 après Jésus-Christ, l'armée mamelouk de Baybars assiège la ville. Le siège est une leçon d'ingénierie militaire et de brutalité psychologique. Baybars fait venir des catapultes lançant non seulement des pierres, mais aussi les cadavres de soldats croisés tués dans des batailles précédentes. Le message est clair, reddition où vous rejoindrez les morts pourrissant dans les rues. Les murailles de Césarée, bâties pour résister des années, s'écroulent en quelques jours. Quand les Mamelouks entrent dans la ville, point de miséricorde. Les hommes sont tués, les femmes et les enfants réduits en esclavage, et la ville elle-même est méthodiquement détruite, non pas conquise, mais oblitérée. Baybars ordonne que les fortifications soient rasées jusqu'aux fondations afin qu'elles ne puissent plus jamais servir à des envahisseurs européens. C'est une stratégie délibérée. Chaque cité croisée détruite envoie un message aux autres. Résister, c'est mourir lentement. Se rendre signifie peut-être, juste peut-être, survivre. Et surtout, chaque forteresse démolie signifie que même si l'Europe envoie une autre croisade, elle n'aura nulle part où s'établir. Baybars ne gagne pas seulement des batailles. Il efface l'infrastructure même de la présence croisée. Arsuf tombe ensuite, puis Haïfa, puis Safed, forteresse des Templiers si massive qu'elle semblait inexpugnable. 6 semaines de siège, Baybars supervisant personnellement chaque détail. Quand les Templiers se rendent enfin sous promesse de sauf-conduit, Baybars rompt sa parole. Tous les défenseurs sont décapités. C'est une cruauté calculée, non un sadisme aléatoire. Car Baybars comprend que la terreur est une arme plus efficace que les catapultes. Chaque atrocité commise rend la cité suivante plus encline à se rendre sans combattre. Mais le joyau de la campagne, le coup qui résonne à travers toute la chrétienté, est Antioche. L'une des cités les plus anciennes du christianisme, l'un des principautés croisées les plus riches, considérée comme la deuxième seulement après Jérusalem en importance symbolique. Gouverné par le prince Bohémond VI, un noble qui n'aurait jamais imaginé voir le jour où sa cité tomberait. Bohémond n'est même pas à Antioche quand Baybars s'attaque. Il est loin, peut-être en voyage diplomatique, peut-être simplement ne croyant pas le sultan mamelouk assez audacieux pour attaquer une forteresse si grande. C'est une erreur fatale. En mai 1268 après Jésus-Christ, l'armée de Baybars apparaît devant les murailles d'Antioche. La cité, privée de son prince et mal préparée, tente de résister. Mais Baybars a appris chaque leçon d'ingénierie de siège que le Moyen-Orient pouvait enseigner. Ses catapultes sont plus modernes, ses tactiques de sape plus efficaces, et surtout, ses espions ont infiltré la ville des mois auparavant, identifiant les points faibles des défenses. La cité tombe en 4 jours. 4 jours pour détruire ce qu'il a fallu des siècles à construire. Et quand elle tombe, l'enfer se déchaîne. Baybars ordonne littéralement qu'aucun habitant chrétien ne soit épargné. Le massacre qui suit est si complet que certaines estimations placent le nombre de morts à 100 000. Les rues sont littéralement obstruées par des tas de cadavres. Les églises, debout depuis les premiers siècles du christianisme, sont pillées et incendiées. Les reliques sacrées sont profanées ou fondues pour leur or. La grande cathédrale d'Antioche, où Saint Pierre aurait prêché, est convertie en mosquée. Mais le coup de génie cruel de Baybars vient après. Il sait que Bohémond, le prince absent, reçoit des rapports fragmentaires sur la chute de sa cité. Alors Baybars rédige une lettre. Pas un ultimatum, pas une demande, une lettre de pure moquerie. Il décrit en détail horrible ce qu'il est advenu d'Antioche. Il raconte comment les rues sont peintes du sang chrétien,
comment les femmes de la noblesse ont été réduites en esclavage, comment les fortifications sont en train d'être démolies. Et puis il ajoute la phrase la plus cruelle jamais écrite par un conquérant à un conquis. Tu aurais dû être là pour voir ta ville brûler. Mais ne t'inquiète pas, j'y étais à ta place. La lettre est un chef-d'œuvre de guerre psychologique. Elle détruit Bohémond plus complètement que n'importe quelle épée n'aurait pu le faire. Car elle ne se contente pas d'annoncer la perte de sa cité, elle lui frotte le visage dans l'humiliation d'avoir été absent pendant que tout ce qu'il avait juré de protéger était anéanti. C'est une insulte si profonde que Bohémond ne s'en remet jamais politiquement. Il devient l'exemple vivant de ce qui arrive aux princes croisés, sous-estimant le lion de l'islam. Et Baybars ne s'arrête pas là. Ville après ville, forteresse après forteresse, la carte de la présence croisée en Terre Sainte rétrécit comme une peau brûlée. Jaffa, Beaufort, le Château Blanc, toutes tombent dans une succession brutale. Et à chaque conquête, Baybars applique le même schéma. Destruction totale des fortifications, élimination ou asservissement de la population, conversion des églises en mosquées. Ce n'est pas seulement une conquête militaire, c'est un effacement culturel. Il efface 200 ans de présence croisée, forçant la terre à oublier que des Européens y ont un jour régné. Les royaumes croisés envoient désespérément des messagers en Europe demandant de l'aide. Une nouvelle croisade, disent les lettres, où tout sera perdu. Mais l'Europe du XIIIe siècle après Jésus-Christ n'a plus le zèle religieux ni les ressources pour lancer de grandes expéditions. Les croisades précédentes ont échoué si spectaculairement, coûté tant de sang et d'or, que la volonté politique n'existe plus. Quelques chevaliers individuels viennent, quelques petites expéditions arrivent, mais jamais assez, jamais assez. Et Baybars le sait. Ses espions en Europe lui envoient des rapports sur l'apathie chrétienne, sur la façon dont les rois européens préfèrent se faire la guerre entre eux plutôt que sauver la Terre Sainte. Chaque rapport confirme ce que Baybars soupçonnait déjà. Les croisés sont seuls, et des hommes seuls face à une armée mamelouk vengeresse n'ont aucun avenir. Mais ce n'est pas seulement de la brutalité sans but. Baybars utilise la terreur de façon stratégique. Les cités se rendant rapidement sont parfois épargnées, leurs habitants autorisés à partir avec leur vie. Cela crée une incitation à la reddition plutôt qu'à une résistance suicidaire. Mais toute cité tuant les messagers de Baybars ou torturant des soldats mamelouks capturés reçoit le traitement d'Antioche. Massacre total. C'est un système de récompense et de punition si clair que même le baron croisé le plus borné comprend. Et à travers tout cela, Baybars est présent en personne. Il ne règne pas depuis un palais lointain en envoyant des ordres par écrit. Il chevauche avec ses armées, dort sous des tentes de campagne, inspecte personnellement les sièges. Ses soldats le voient couvert de poussière, entendent ses ordres sur les champs de bataille, savent que le sultan partage leurs risques. Cela crée une loyauté que l'or ne peut acheter. Baybars n'est pas seulement un commandant, c'est le symbole vivant de la résurgence musulmane. Chaque année, davantage de croix tombent. Chaque année, davantage d'étendards au lion de Baybars flottent sur des forteresses qui semblaient éternelles. Et au Vatican, à Paris, à Londres, les cartes sont redessinées, l'encre rouge recouvrant ce qui était possession chrétienne. Le rêve croisé, né de sermons passionnés sur la reprise de la Terre Sainte, meurt non dans une bataille épique finale, mais dans l'hémorragie lente de 100 petites défaites. En 1271 après Jésus-Christ, 15 ans après que Baybars ait pris le trône, le dernier grand bastion croisé hors d'Acre est le Krak des Chevaliers, probablement la forteresse la plus impressionnante jamais construite. Des murailles si épaisses que les catapultes semblent des jouets contre elles, une garnison de chevaliers ayant passé toute leur vie à défendre ces pierres. Mais Baybars a appris qu'aucune forteresse n'a de faiblesse si l'on cherche assez longtemps. Le siège dure des semaines. Baybars utilise non seulement la force, mais la ruse. Il forge une lettre censée venir du grand maître de l'ordre des hospitaliers ordonnant la reddition. Quand les chevaliers découvrent la supercherie, il est trop tard. Ils ont déjà entamé les négociations.
Le Krak tombe non parce que ses murailles ont cédé, mais parce que la volonté de ses défenseurs a été rongée par des mois d'isolement et de désespoir. C'est une victoire psychologique autant que militaire. Quand Baibars entre enfin dans le Krak des Chevaliers, il marche dans des couloirs ayant résonné d'ordres en français et en latin durant des générations. Il contemple les chapelles où les chevaliers priaient avant les batailles. Puis il ordonne que tout soit converti. Les chapelles deviennent des mosquées, les salles de banquet des casernes pour soldats mamelouks. Et l'étendard à la croix est arraché, remplacé par le lion rugissant de Baibars. Le message est clair pour tout Européen rêvant encore de reconquérir la Terre Sainte. Nous n'avons pas seulement perdu les villes, nous avons perdu les symboles. Nous n'avons pas seulement été battus au combat, nous avons été effacés de la mémoire de cette terre. Et l'homme responsable, l'architecte de cette humiliation, est un ancien esclave né de rien et qui désormais contrôle le destin des empires. Dans son quartier général militaire, tandis que le soleil se couche sur une autre forteresse croisée détruite, Baibars reçoit les rapports de ses conquêtes. Plus de 50 villes et forteresses prises en moins de 20 ans. La présence croisée réduite à quelques ports côtiers vivant dans la terreur constante. Et il sait que son œuvre n'est pas achevée, mais presque, très presque. Le marteau s'est abattu sur les croisés. Et ils ont été broyés. Le vrai pouvoir ne vient pas seulement des armées visibles marchant sous des bannières. Il vient des yeux invisibles observant depuis les coins sombres. Des oreilles écoutant des conversations censées être privées, des messagers allant plus vite que les rumeurs. Et Baibars comprend cela mieux que tout autre souverain de son époque. Il n'est pas seulement sultan militaire, c'est un maître de l'ombre, commandant un réseau d'espionnage si efficace qu'il ferait envie aux empires modernes. Le système commence avec le Barid, le service postal mamelouk que Baibars transforme en bien plus qu'un simple courrier. Il établit des relais tous les 30 kilomètres à travers tout son empire. Des messagers à cheval rapide parcourent en quelques jours des distances normalement mesurées en semaines. Mais ce ne sont pas que des lettres officielles qu'ils transportent. Ce sont des rapports de renseignement, des rumeurs de marché, des bruits de palais lointains. Chaque relais est aussi un poste d'observation. Les hommes changeant les montures sont formés à écouter, observer, rapporter. Un marchand mentionnant avoir vu des troupes près de la frontière. Un pèlerin parlant du mécontentement dans une cité lointaine. Un réfugié racontant des complots. Tout cela transite par le Barid jusqu'au Caire, jusqu'au bureau où des analystes transforment l'information brute en renseignements exploitables. Et toute cette intelligence finit entre les mains de Baibars. Mais le réseau va bien plus loin. Baibars place des espions dans les cours croisés, déguisés en marchands, traducteurs, voire convertis au christianisme, mais en réalité restés fidèles à l'islam. Ces agents envoient des informations sur les dissensions entre princes croisés, les plans de défense des forteresses, les envois d'or et d'armes d'Europe. Quand Baibars attaque une cité croisée, il en connaît souvent les défenses mieux que les défenseurs eux-mêmes. Et cela fonctionne dans les deux sens. Baibars n'utilise pas seulement le réseau pour collecter, mais aussi pour semer la désinformation. Des rumeurs circulent stratégiquement sur des armées mamelouks marchant là où elles ne sont pas, provoquant panique et forçant l'ennemi à gaspiller des ressources. Des lettres falsifiées créent des soupçons entre alliés ennemis. Ils jouent alliance contre alliance, utilisant l'information comme une arme aussi mortelle que l'épée. À l'intérieur même de l'empire mamelouk, la surveillance est encore plus intense. Baibars sait que le plus grand danger pour un sultan ne vient pas de l'extérieur, mais de rivaux internes. Il a donc des espions surveillant ses propres commandants, rapportant qui rencontre qui accumule une richesse suspecte, qui critique le sultan en privé. C'est une paranoïa nécessaire. Dans une culture mamelouk où la trahison est une voie courante vers le pouvoir, un sultan ne surveillant pas ses arrières se retrouve vite une dague plantée dedans. Mais Baibars ne gouverne pas seulement par la peur de la surveillance. Il utilise l'information collectée pour récompenser la loyauté avant même que la trahison ne soit tentée.
Un commandant montrant trop d'ambition peut se retrouver promu à un poste lucratif, mais politiquement inoffensif. Un officier murmurant son mécontentement reçoit une visite personnelle de Baybars, qui écoute ses préoccupations et fait des concessions stratégiques. C'est du micromanagement à l'échelle impériale, rendu possible uniquement grâce au flux constant d'informations dont dispose Baybars. Les exécutions publiques sont du théâtre autant que de la justice. Quand un traître est découvert, et ils le sont, car le réseau de Baybars est si omniprésent, la punition est un spectacle public. Non par sadisme, mais par pédagogie. Chaque exécution est une leçon pour quiconque songerait à la trahison. Voyez ce qui arrive à ceux qui me défient. Et les exécutions sont créatives dans leur brutalité. L'empalement pour les crimes particulièrement graves. La décapitation publique sur les places bondées, les corps laissés pendus comme avertissement. Mais entre cette brutalité, il y a aussi une efficacité administrative surprenante. Baybars utilise son réseau de renseignements pour surveiller l'économie de son empire. Des rapports sur les récoltes, les prix du marché, les mouvements des marchands. Quand une sécheresse menace une région de famine, Baybars est informé avant même que les gouverneurs locaux ne fassent rapport officiellement. Il peut déplacer du grain des zones abondantes vers celles dans le besoin, prévenant les crises avant qu'elles n'explosent en révolte. C'est une gouvernance par l'information, un concept révolutionnaire à une époque où la plupart des dirigeants reposent sur des rapports retardés et souvent mensongers. Et puis, il y a les lettres. Baybars est un écrivain prolifique, envoyant des centaines de lettres personnellement. Non seulement des ordres militaires, mais aussi une correspondance diplomatique, des menaces psychologiques, de la propagande religieuse. La lettre à Bohémond sur Antioche n'est qu'un exemple célèbre. Il écrit aux dirigeants mongols, mêlant menaces et offres de paix conditionnelles. Il écrit aux chefs musulmans en terre lointaine, soulignant sa légitimité en tant que défenseur de l'islam. Chaque lettre est calculée pour un effet maximal, qu'il s'agisse d'inspirer des alliés ou de terrifier des ennemis. Ces lettres servent aussi un but interne. Baybars écrit aux gouverneurs provinciaux avec des instructions détaillées, et ces lettres sont souvent lues publiquement, assurant que la population sache que le sultan est vigilant. C'est une présence panoptique. Même quand Baybars est physiquement au Caire ou en campagne lointaine, ces lettres font ressentir sa volonté partout à la fois. Mais le joyau de sa toile d'espionnage est plus subtil encore. Baybars entretient des liens avec les soufis, mystiques musulmans voyageant librement à travers les frontières et respectés dans toutes les communautés. Ces soufis deviennent des informateurs officieux, rapportant ce qu'ils voient. Et comme ils sont perçus comme des hommes saints au-dessus de la politique, ils ont accès à des renseignements que des espions ordinaires n'auraient jamais. C'est un coup de génie que d'utiliser la piété comme outil de renseignement. Le réseau s'étend aussi sur les terres ennemies de façon surprenante. Baybars parraine des marchands musulmans opérant en terre chrétienne, sachant qu'ils observent naturellement des choses utiles. Il offre asile à des déserteurs d'armées ennemies en échange d'informations sur tactiques et plans. Même les prisonniers de guerre sont systématiquement interrogés, leurs témoignages catalogués et analysés. Et Baybars est un consommateur vorace de toutes ces informations. Alors que d'autres sultans délèguent l'analyse à des subordonnés, Baybars lit personnellement les rapports, pose des questions, croise les sources. Il développe une compréhension quasi surnaturelle de la situation politique du monde connu. Ses décisions ne sont pas basées sur l'intuition, mais sur une analyse froide de données collectées par des centaines d'yeux et d'oreilles à travers les continents. Cela lui donne des avantages stratégiques incroyables. En planifiant une campagne, il sait exactement quel commandant ennemi est corrompu et peut être soudoyé, quelle forteresse a une garnison démoralisée, quel prince est en conflit avec ses alliés et peut être isolé. Pour Baybars, la guerre n'est pas seulement des armées s'affrontant, c'est un échiquier où il voit des pièces que ses adversaires ignorent. Et la terreur ainsi créée est psychologiquement profonde. Les princes croisés commencent à soupçonner leurs propres conseillers, se demandant qui rapporte à Baybars.
Les commandants hésitent à discuter de plans, même en privé, paranoïaques à l'idée que les murs ont des oreilles mamelouks. Cette paranoïa paralyse autant qu'un siège. Elle pousse les dirigeants à hésiter, douter, commettre des erreurs nées de la peur que Baibars sache déjà ce qu'il pense. Il existe une histoire, peut-être apocryphe mais largement crue, d'un gouverneur provincial planifiant secrètement une rébellion. Avant même qu'il n'agisse, il reçut une lettre de Baibars listant tous ses complices, toutes leurs réunions, jusqu'au repas pris lors de leur rencontre secrète. Le gouverneur se rendit sans combattre, terrifié par l'omniscience apparente du sultan. Véridique ou non, cette histoire illustre la réputation qu'a su cultiver Baibars, celle d'un homme qui voit tout, c'est tout, et est toujours 10 pas en avant. Mais il y a un prix à vivre ainsi. Baibars devient un homme sans vrais amis, seulement des alliés temporaires et des ennemis permanents. Il ne peut faire confiance à personne, car il sait mieux que quiconque à quel point les loyautés sont facilement achetées ou brisées. Ses nuits sont passées à lire des rapports, plutôt qu'à jouir des plaisirs du pouvoir. Il dort peu, toujours vigilant, toujours analysant, toujours planifiant. Et l'Empire répond. Sous la surveillance constante de Baibars, les rébellions sont écrasées avant même de naître. Les complots sont découverts alors qu'ils ne sont encore que des conversations d'ivrognes. Les ennemis extérieurs constatent que leurs mouvements militaires sont connus avant même qu'ils ne franchissent les frontières. C'est un empire gouverné non seulement par la force, mais par l'information, la connaissance, le contrôle absolu de ce qui est su, par qui et quand. Dans le palais du Caire, dans des salles verrouillées où seuls les messagers les plus dignes de confiance entrent, des piles de rapports s'accumulent chaque jour. Chacun est lu, analysé, archivé. Et Baibars, l'ancien esclave, qui désormais contrôle non seulement des armées, mais l'information même dont les dirigeants ont besoin pour survivre, comprend une vérité fondamentale sur le pouvoir. Celui qui contrôle ce qui est connu, contrôle ce qui est possible. Et nul, à son époque, ne contrôle le savoir comme lui. Le maître des ombres voit tout, et ce qu'il voit, il le conquiert. Tout empire porte en lui les graines de sa propre destruction. Et Baibars, malgré tout son génie militaire et politique, ne peut échapper à cette vérité, car gouverné par la terreur et la surveillance, crée du ressentiment. Et le ressentiment, avec le temps, devient rébellion. Le sultan ayant détruit les croisés et humilié les Mongols, fait désormais face à un ennemi plus dangereux, le mécontentement au sein même de son empire. Le problème commence avec les Mamelouks eux-mêmes. Ce sont des guerriers esclaves, certes, mais des guerriers ayant tenu assez longtemps l'épée pour comprendre que le pouvoir en émane. Et si un esclave peut devenir sultan comme l'a fait Baibars, pourquoi pas un autre? Chaque officier ambitieux regarde le trône et se dit qu'il pourrait être le prochain. C'est un système intrinsèquement instable, où le précédent de l'usurpation encourage de nouvelles usurpations. Baibars le sait intimement, car il est lui-même l'exemple suprême. Il a tué le sultan précédent pour prendre le pouvoir. Comment pourrait-il s'attendre à ce que d'autres n'envisagent pas de faire de même avec lui? Il règne donc dans un état de paranoïa constante, toujours à l'affût de signes de trahison, et il en trouve partout, car quand on cherche la trahison avec assez d'intensité, même la loyauté paraît suspecte. Les exécutions deviennent plus fréquentes. Des commandants ayant montré du courage à Aïn Jalut, mais devenus trop populaires auprès des troupes, disparaissent dans des accidents bien commodes. Des officiers ayant amassé richesse par les conquêtes sont accusés de corruption et exécutés, leurs biens confisqués au trésor du sultan. C'est une logique brutale mais nécessaire du pouvoir autocratique. Éliminez les rivaux avant qu'ils ne vous éliminent. Mais cela crée un cercle vicieux. Chaque exécution alimente le ressentiment parmi les Mamelouks survivants. Ils commencent à réaliser que la loyauté ne garantit pas la sécurité, que servir bien Baibars peut être aussi dangereux que le servir mal. Du moment qu'on devient trop visible, les loyautés se fragmentent. Des factions se forment en secret, des groupes d'officiers jurant de se protéger mutuellement contre ce qu'ils perçoivent comme la paranoïa meurtrière du sultan. Et ce ne sont pas seulement les Mamelouks.
Les populations conquises, surtout dans les zones prises aux croisées, vivent sous une occupation efficace, mais brutale. Les chrétiens locaux ayant survécu aux conquêtes initiales sont des citoyens de seconde classe, payant de lourds impôts et vivant dans la peur constante de persécution. Certains se convertissent à l'islam pour échapper aux taxes et à la discrimination. Mais ces conversions forcées créent des musulmans de façade, rongeant un ressentiment secret. Même parmi les musulmans, des tensions existent. Baibars favorise les Mamelouks aux Arabes natifs pour les postes de pouvoir, créant une aristocratie militaire d'anciens esclaves gouvernant sur une population enracinée depuis des siècles. Cela génère du ressentiment parmi les élites locales, voyant des étrangers contrôler leurs terres. Et bien qu'elles détestent les croisés, elles commencent à se demander si un sultan mamelouk vaut réellement mieux que des envahisseurs européens. Sur le plan économique, les guerres incessantes de Baibars épuisent les ressources. Les impôts augmentent pour financer les campagnes. Le commerce est perturbé par les mobilisations constantes. Les champs sont laissés en jachère car les jeunes hommes servent dans les armées. Et si les conquêtes apportent du butin remplissant les trésors, elles entraînent aussi d'énormes dépenses pour entretenir forteresses, payer les troupes, reconstruire les infrastructures détruites. Puis viennent les menaces extérieures renouvelées. Les Mongols, blessés mais non tués à Ain Jalut, se regroupent. De nouvelles vagues d'envahisseurs des steppes pressent les frontières orientales de l'empire de Baibars. Et bien qu'ils les repoussent à répétition, chaque bataille coûte des vies, de l'or, du temps. C'est une guerre d'usure qui favorise les Mongols, car leurs sources de recrues dans les steppes d'Asie sont presque illimitées, tandis que Baibars dépend de l'importation d'esclaves et de l'entraînement des Mamelouks, un processus qui prend des années. Au nord, l'Arménie cilicienne, royaume chrétien dans les montagnes, s'allie aux Mongols contre Baibars. C'est une alliance stratégique, unissant deux ennemis du sultan mamelouk. Baibars répond avec fureur, envahissant l'Arménie dans des campagnes punitives, dévastant le pays. Des cités sont incendiées, des populations massacrées ou réduites en esclavage. Mais l'Arménie, dans son terrain montagneux difficile, coûte plus qu'elle ne rapporte à chaque campagne. À l'intérieur, des complots bouillonnent sans cesse. Le réseau d'espionnage de Baibars découvre des conspirations presque mensuellement. Certaines sont sérieuses, bien planifiées, impliquant plusieurs commandants et un soutien extérieur. D'autres ne sont guère plus que des propos d'ivrogne entre officiers mécontents. Mais Baibars les traite tous avec la même sévérité mortelle. Pardonner une trahison, même potentielle, serait perçue comme une faiblesse. Et la faiblesse, chez un sultan mamelouk, est une invitation à l'assassinat. Les exécutions deviennent plus élaborées, plus publiques, plus conçues pour terroriser. Les traîtres sont empalés sur les places publiques, mourant lentement pendant des jours. Les familles des conspirateurs sont parfois exécutées aussi. Une politique de responsabilité collective destinée à faire réfléchir deux fois quiconque risquerait non seulement sa propre vie, mais celle de ses enfants. C'est la terreur d'État dans sa forme la plus pure, et elle fonctionne en prévenant les rébellions ouvertes. Mais elle ne peut éteindre la haine fermentant en silence. Et il y a des problèmes que même la terreur ne peut résoudre. Des sécheresses occasionnelles causent des famines qu'aucune redistribution de grains ne peut entièrement atténuer. Des épidémies frappent les villes, tuant des milliers, perçues par les populations superstitieuses comme des punitions divines. Baibars tente de maintenir l'ordre malgré ces désastres, mais même le sultan le plus puissant ne peut contrôler le climat ou la maladie. Les tensions religieuses augmentent aussi. Baibars, en tant que dirigeant musulman, doit équilibrer les différentes sectes islamiques, chacune prétendant détenir la véritable orthodoxie. Sunnites et chiites se méfient mutuellement, et Baibars doit naviguer prudemment ces divisions pour éviter qu'elles n'explosent en violence, affaiblissant l'empire de l'intérieur. Il y a aussi la question de la légitimité religieuse. Baibars est sultan par conquête et assassinat, non par lignage ou élection légitime. Pour y remédier, il accomplit une manœuvre politique brillante, mais révélatrice d'insécurité.
Il trouve un survivant de la dynastie abbasside, famille ayant gouverné le califat islamique durant des siècles jusqu'à ce que les Mongols détruisent Bagdad et l'installent au Caire comme calife fantoche. C'est du pur théâtre politique. Le calife n'a aucun pouvoir réel, mais sa présence donne un vernis de légitimité religieuse au règne de Baybars. Mais cette manœuvre révèle aussi une faiblesse fondamentale. Baybars, pour tout son pouvoir militaire, ressent le besoin d'une validation externe. Il a besoin qu'une autorité religieuse déclare son règne légitime aux yeux de Dieu. Et s'il en a besoin, d'autres aussi remettent en question. Des murmures circulent dans les mosquées sur la possibilité qu'un vrai musulman serve un sultan ayant pris le pouvoir par l'assassinat. Ce sont des murmures dangereux qu'aucun réseau d'espionnage ne peut totalement réduire au silence. Et puis il y a la solitude du pouvoir absolu. Baybars n'a pas de confident véritable. Tous autour de lui sont soit des subordonnés le craignant, soit des rivaux potentiels qu'il doit surveiller. Sa famille lui offre peu de réconfort. Les mariages sont des outils politiques, non des sources d'affection. Ses enfants sont maintenus sous surveillance, autant pour les protéger que pour s'assurer qu'ils ne deviennent pas des foyers de complots alternatifs. Les nuits de Baybars sont passées dans une vigilance constante. Il dort peu, toujours redoutant une dague dans l'obscurité. Des goûteurs testent sa nourriture contre le poison. Les gardes sont constamment changés pour empêcher tout groupe de développer une loyauté envers un officier spécifique qui pourrait les utiliser dans un coup. Même ses appartements privés ont des passages secrets pour s'échapper en cas de tentative d'assassinat. C'est une vie vécue dans une paranoïa justifiée. Et cette paranoïa commence à affecter ses décisions. Des campagnes militaires sont parfois lancées non par nécessité stratégique, mais pour occuper l'armée loin du Caire, où les complots s'organisent plus facilement. Des exécutions d'officiers semblent parfois fondées sur de vagues soupçons plutôt que sur des preuves concrètes. Baybars devient prisonnier du système de terreur qu'il a lui-même créé. Mais il ne peut pas s'arrêter. Car s'arrêter, montrer de la clémence, relâcher la surveillance, serait interprété comme une faiblesse. Et la faiblesse chez un sultan mamelouk est une sentence de mort. Le cycle continue donc. Plus de surveillance, plus d'exécution, plus de peur, générant plus de ressentiment, exigeant encore plus de surveillance. C'est une spirale descendante dont Baybars ne peut s'échapper. Extérieurement, il reste fort. Ses armées continuent de gagner des batailles, ses conquêtes étendent le territoire musulman. Mais intérieurement, l'Empire est fissuré par 1000 failles invisibles. Et Baybars, seul au sommet de sa pyramide de pouvoir, portant le poids d'une vigilance constante et d'une paranoïa justifiée, commence à montrer des signes de tension. Il vieillit plus vite qu'il ne le devrait. Des cheveux gris apparaissent prématurément. De profondes rides marquent le visage, ayant vu trop de sang, ordonné trop de morts, porté trop de peur. Ses mains, qui jadis tenaient des épées avec la force de la jeunesse, tremblent légèrement maintenant lorsqu'il saisit une plume pour signer des sentences de mort. Le lion se fatigue, mais il ne peut pas se reposer, car au moment où il fermerait les yeux, baisserait sa garde, montrerait le moindre signe de faiblesse, quelqu'un serait là, dague, poison ou complot en main, prêt à l'éliminer et à prendre sa place. Tel est le prix du pouvoir conquis par la trahison. On ne peut jamais être certain que d'autres ne feront pas exactement ce que l'on a soi-même fait. Et dans ces moments les plus sombres, seul dans ses appartements tard dans la nuit, en lisant des rapports sur une nouvelle conspiration découverte ou une menace extérieure, Baybars se demande parfois si cela en valait la peine. Il a conquis un empire, détruit les croisés, humilié les Mongols. Mais il vit emprisonné dans sa propre création, entouré d'ennemis visibles et invisibles, sans repos, sans paix, sans confiance. L'esclave a conquis le trône. Mais le trône l'a conquis en retour, le transformant en un gardien perpétuel d'un empire qu'il ne peut jamais pleinement savourer. C'est une ironie cruelle. Baybars, l'homme ayant tout planifié avec tant de soin, n'avait pas prévu comment vivre avec les conséquences de ses propres ambitions.
L'année est 1277 après Jésus-Christ. Baïbars est au sommet apparent de son pouvoir. Ses domaines s'étendent de l'Égypte à la Syrie. Les croisés sont réduits à de petits enclaves côtiers, vivant dans la terreur. Les Mongols ont été repoussés à maintes reprises. Son nom est prononcé avec révérence dans les mosquées et avec effroi dans les églises. Il est, selon tous les critères extérieurs, invincible. Et puis, soudainement et silencieusement, il commence à mourir. Cela commence par une fièvre. Rien d'alarmant au départ. Les fièvres sont courantes, surtout sous le climat du Moyen-Orient où les maladies tropicales abondent. Baïbars, ayant survécu à des dizaines de batailles et portant des cicatrices de blessures qui auraient tué des hommes plus faibles, ne s'inquiète pas d'un mal aussi banal. Mais cette fièvre ne passe pas. Elle persiste, le consume jour après jour, l'affaiblissant d'une manière qu'aucune bataille n'a jamais pu faire. Les médecins sont appelés. Les meilleurs praticiens de la médecine islamique médiévale, des hommes ayant étudié des textes anciens et développé des traitements avancés pour leur époque. Ils examinent le sultan, palpent son pouls, étudient son urine, consultent les étoiles, car la médecine médiévale mêle science et astrologie. Leurs diagnostics sont vagues, incertains. Déséquilibre des humeurs peut-être, influence planétaire défavorable, malaise des organes internes. Des traitements sont tentés, des sangsues pour extraire le mauvais sang, des potions à base d'herbes rares importées de terres lointaines, des prières et des talismans bénis par des hommes saints. Rien n'y fait. La fièvre persiste, parfois s'atténuant pour donner un faux espoir, puis revenant avec plus de violence. Et Baïbars, l'homme ayant toujours compté sur sa force physique, sent son corps le trahir d'une façon que ses ennemis n'ont jamais réussi à accomplir. Des rumeurs circulent. Dans les marchés, les casernes, les salles de conseil, des murmures parlent non d'une maladie naturelle, mais d'un empoisonnement. Et dans une culture où les dirigeants meurent souvent empoisonnés, ces rumeurs ont une plausibilité terrifiante. Qui a empoisonné le sultan? Des rivaux mamelouks, des agents mongols, des conspirateurs croisés, ou peut-être quelqu'un de plus proche encore, un membre de la cour de Baïbars fatigué de vivre sous son règne de terreur. La vérité est que nous ne saurons jamais avec certitude. Les récits historiques sont contradictoires. Certains disent que Baïbars a trop bu de koumis fermenté, une boisson au lait de jument populaire chez les peuples des steppes, mais dangereuse si mal préparée. D'autres insistent sur un empoisonnement délibéré, peut-être lors d'un banquet. Et d'autres encore attribuent simplement la maladie à des causes naturelles, le corps cédant enfin sous le poids de décennies de tensions, de batailles et de blessures accumulées. Mais pour Baïbars, allongé dans ses appartements tandis que la fièvre le consume, la cause importe moins que la réalité. Il se meurt. Le guerrier ayant défié des empires est abattu par un ennemi qu'il ne peut combattre ni par l'épée ni par la stratégie. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Baïbars fait face à quelque chose qu'il ne peut contrôler par la volonté ou l'intelligence brutale, la mortalité. Ces moments de lucidité sont consacrés à assurer la succession. Il a des fils, mais ils sont jeunes, non éprouvés. Dans le monde mamelouk où le pouvoir vient par la conquête et la loyauté militaire, le fils d'un sultan n'hérite pas automatiquement. Baïbars le sait mieux que quiconque, car il a lui-même tué le sultan précédent. Il tente donc d'organiser des alliances, de garantir que des commandants clés soutiendront ses fils. Mais même dans ses efforts finaux, il sent les loyautés vaciller. Des officiers ayant juré loyauté éternelle font des promesses que tous deux savent ne pas tiendre une fois Baïbars mort. Il y a des instants de clarté entre les fièvres où Baïbars réfléchit à sa vie extraordinaire. Il est né esclave dans les steppes turcomanes, sans nom qui comptait, sans destin au-delà du service. Et il meurt, sultan d'un empire, homme dont les décisions ont affecté des millions, dont les conquêtes ont changé le cours de l'histoire. C'est une ascension si improbable qu'elle semble divine. Mais à quel prix? Il pense à tous ceux qu'il a tués, non pas les ennemis au combat, cela va de soi en temps de guerre, mais les assassinats politiques, Koutouz,
le sultan qui l'a tué pour prendre le trône, des dizaines de commandants mamelouks exécutés pour trahison réelle ou imaginaire, des milliers de civils dans les cités conquises tués pour servir d'exemple. À la fin, quand son esprit est clair entre les délires de la fièvre, Baybars se demande si Dieu jugera ces morts comme nécessaires ou comme des massacres condamnant son âme. Il n'y a pas vraiment de repentir. Baybars est un produit de son temps et de sa culture, où la violence est un outil politique accepté. Mais il y a quelque chose de semblable à la mélancolie, une contemplation de vie non vécue, de choix non faits. Aurait-il pu régner autrement, avec moins de terreur et plus de clémence? Aurait-il pu faire confiance à des alliés au lieu de vivre dans une paranoïa constante? Mais ces questions n'ont pas de réponse utile. L'histoire ne traite pas du « qu'aurait-il pu se passer », seulement du « ce qui s'est passé ». Ces derniers jours sont un mélange de douleur et d'éclairs de lucidité terrifiant. Les médecins lui administrent de l'opium contre la souffrance, provoquant des hallucinations mêlées à des souvenirs. Baybars revoit le champ de bataille d'Ain Jalut, chevaux et hommes dans un chaos glorieux. Il revoit les murailles d'Antioche en flammes, les croix tombant. Il revoit les yeux de Koutouz à l'instant de sa mort, surprise et trahison figées pour toujours. Et dans l'obscurité croissante de ses appartements, les rideaux tirés car la lumière blesse ses yeux fiévreux, Baybars entend les sons lointains du Caire, les appels à la prière des minarets, le brouhaha des marchés. La vie continue sans lui. Et il réalise une vérité fondamentale. Les empires survivent aux empereurs. Ces conquêtes demeureront sur les cartes et dans les livres d'histoire. Mais l'homme Baybars, l'esclave ayant rêvé d'un trône et réalisé ce rêve par le sang et la volonté, cet homme disparaîtra à la mort comme tous les hommes disparaissent. Il y a une ironie finale et cruelle. Baybars a passé sa vie entière vigilant contre les assassins, le poison, la trahison. Il a survécu à 1000 tentatives grâce à l'intelligence et à la paranoïa. Mais à la fin, qu'il s'agisse de poison, de maladie ou simplement d'épuisement accumulé, il meurt non dans une bataille glorieuse, mais dans un lit affaibli et fiévreux. Le lion ayant rugi durant 2 décennies termine non par un rugissement, mais par un soupir. Le matin du 1er juillet 1277 après Jésus-Christ, Baybars meurt. Il n'y a pas de dramatisme de dernière minute, pas de parole finale inspirante consignée. Simplement, entre une respiration et la suivante, l'homme ayant changé le monde cesse de respirer. Les serviteurs s'en rendent compte, confirment et courent informer la cour. Le sultan est mort. Vive le sultan. Le rituel cyclique de la succession mamelouk commence de nouveau. Baybars est enterré avec les honneurs dus à un conquérant. Des prières sont dites. Des mosquées à travers tout l'Empire organisent des services commémoratifs. Des poètes composent des élégies célébrant ses victoires. Et puis, avec une rapidité surprenante, l'Empire continue. Car si Baybars fut extraordinaire, le système mamelouk qu'il incarna perdura des siècles après sa mort. D'autres sultans viendront, beaucoup par les mêmes méthodes sanglantes qu'il utilisa. Mais dans ces derniers instants de lucidité, avant que fièvre et opium ne l'emportent à jamais, Baybars comprit peut-être quelque chose que peu de conquérants saisissent. On peut gagner le monde entier par l'épée et la stratégie, faire trembler des rois et faire tomber des empires. Mais à la fin, même le guerrier le plus puissant affronte un ennemi qu'il ne peut vaincre. La mort vient pour tous, esclaves et sultans également. La seule différence est que les sultans meurent dans des lits dorés au lieu du sol d'une prison. Mais ils meurent de la même façon. Le lion est tombé. Et le silence qui suit est plus assourdissant que n'importe quel rugissement de bataille.